Bienvenue à cette autre édition du Bulletin des régions, une émission produite grâce à la collaboration de 20 télévisions communautaires autonomes associées à Cogeco. Bonne émission. Alors, qu'est-ce que ça évoque pour vous, le 5-10-15? C'est un espace absolument magnifique. C'était des belles professions dans ce temps-là? J'ai fait 40 ans, madame. Non. Je vois l'homme comme un arbre parce que l'homme prend racine comme l'arbre. Avez-vous l'impression qu'il y a une relève pour ça? Est-ce qu'il y a des jeunes qui vont pour pas que ça se perde? C'est cette année que ça vaut vraiment la peine de venir au marché public. Ça représente une belle tradition, en fait, qui est un peu un porte-bonheur pour les pêcheurs. Au sommaire pour vous cette semaine, en Haute-Côte-Nord, au nord de Forestville, Hydro-Québec n'attendra pas la confirmation de nouveaux barrages ou de parcs éoliens pour améliorer son réseau de transport d'énergie. Le ministre fédéral de l'Environnement, Stephen Guilbeault, donne jusqu'au 1er mai au gouvernement du Québec pour déposer sa stratégie de conservation des caribous. À Donnacona, le 213 est une maison de chambre avec animation communautaire pour les personnes à risque d'itinérance. À Thetford, la mobilisation des citoyens porte fruit. C'est la ferme Jerry à Val-Brillant qui a remporté le prix Hommage Gérald Delavoye, décerné lors de la Semaine de l'agriculture matapédienne. À Princeville, une soirée micro-ouverte où les femmes immigrantes témoignent de leur réalité. À Newport, la résidence d'artistes Le Germinal offre la quiétude aux artistes afin de leur permettre de se concentrer sur la création. À Vaudreuil-Dorion, les locaux de parrainage civique abritent la troupe de théâtre adaptée Les Pas pour rire. Mais pour commencer cette émission, on va se rendre à Forestville, où Joanie Godreau de la Télévision du Littoral nous apprend qu'Hydro-Québec n'attendra pas la confirmation de la construction de barrages ou de parcs éoliens pour augmenter considérablement la capacité de transport d'énergie de son réseau. Même s'il n'y a pas de projet confirmé pour une nouvelle source d'énergie renouvelable dans le secteur, comme l'assure la conseillère en relation avec le milieu chez Hydro-Québec, Andréane Jean, la société d'État doit prendre les devants. La première étape, mentionne la porte-parole, est de faire évoluer le réseau pour lui permettre d'éventuellement intégrer de nouveaux mégawatts. Aujourd'hui, c'est chose impossible pour le réseau électrique. Hydro-Québec prépare donc la phase 1 pour permettre au réseau d'être prêt à intégrer une nouvelle source d'énergie renouvelable. Même si des rumeurs circulent à l'effet qu'un projet éolien s'en vient au nord de Forestville, Andréane Jean l'affirme haut et fort. Il n'y a pas de projet, de partenariat ou de modèle confirmé, mais il y a un potentiel de vent connu dans le secteur de la Haute-Côte-Nord, dévoile-t-elle. Le projet, qui comprend 2 nouveaux postes électriques, soit un poste de transformation à 735-315 kV et un poste de sectionnement à 315 kV, ainsi que des lignes de raccordement au réseau existant, en est à ses balbutiements. Leur mise en service est prévue pour 2030 selon l'échéancier déterminé par Hydro-Québec. Le projet s'inscrit dans un contexte de croissance énergétique du Québec. Hydro-Québec a déjà plusieurs projets et appels d'offres en cours qui vont répondre à une partie de cette croissance énergétique-là pour les années 2027, 2028 et 2029. Donc, pour certains projets structurants, il peut s'écouler plusieurs années entre le moment où le besoin est identifié et la mise en service du projet. Donc, c'est pour ça qu'on doit commencer la planification dès maintenant pour être sûr que le réseau de transport soit prêt à accueillir des nouvelles sources d'énergie à l'horizon 2030. Le début des travaux pour les postes et les lignes est prévu pour 2027. Pour ce qui est des travaux préparatoires, Hydro-Québec a identifié l'année 2026. Mathieu Labbé, ingénieur dans l'équipe conception du réseau principal, explique pourquoi ces 2 nouveaux postes sont importants pour l'avenir du réseau de la Haute-Côte-Nord. Donc, si on regarde plus attentivement le réseau de transport de la Haute-Côte-Nord, on remarque certaines lignes à 735 kV en mauve et certaines lignes à 315 kV en vert. On voit aussi la localisation des centrales de Berzimis 1 et de Berzimis 2. La ligne en vert à l'ouest de la centrale Berzimis 1, ça représente en réalité 4 circuits de transport à 315 kV. Il y a une zone de proximité entre le réseau à 735 kV et le réseau à 315 kV. Par contre, il n'y a pas de chemin électrique entre les 2 niveaux de tension. Donc, la production des centrales Berzimis 1 et Berzimis 2 est acheminée via le réseau 315 kV seulement vers le sud. Les lignes à 315 kV qui transportent la puissance des centrales Berzimis 1 et Berzimis 2 sont à pleine capacité actuellement. Donc, l'idée est de rajouter un poste de transformation à 735 et 315 kV qui permettra à l'énergie de transiter vers le réseau à 735 kV.
Depuis le lancement du projet l'an dernier, les responsables sont allés à la rencontre des organismes du milieu, soit le secteur municipal et les utilisateurs du territoire, ZEC et pourvoirie, afin de présenter le projet. On écoute Hélène Perrault, chef de projet, divulguer les étapes à venir. On lance actuellement les premières consultations sur le projet avec les communautés d'accueil, puis on va amorcer les études techniques et environnementales qui nous conduiront à aller sur le terrain pour réaliser des inventaires et des relevés afin de bien connaître le territoire. Les communautés seront consultées à chacune des étapes, l'objectif étant de préciser, au fil des mois, les emplacements de postes et les tracés de lignes qui sont les plus prometteurs. Une fois l'avant-projet complété, nous devrons obtenir les autorisations gouvernementales pour procéder à la réalisation des travaux de construction. Donc, une fois les permis obtenus, on peut se mobiliser au terrain puis réaliser les travaux, ce qui s'échelonnerait dans ce cas-ci sur une période d'environ 3 ans. Les coûts du projet ne sont pas encore estimés par Hydro-Québec. En termes d'emploi, les chiffres ne sont pas fixés non plus, mais de belles opportunités seront créées pour les citoyens et entreprises de la région. Les nouveaux postes électriques ne comprendront pas de bureau permanent. Des employés le visiteront régulièrement pour leur exploitation. Joanie Godreau, à Forestville. Le déclin de la population de caribous est bien connu au Québec, à tel point qu'on a créé des enclos en Abitibi, en Gaspésie et dans Charlevoix pour mettre ces bêtes à l'abri de leurs prédateurs. Lydia Duchesne de TVCO a rencontré Caroline Heinz, la biologiste qui veille au bien-être de ces bêtes. Le déclin de la population de caribous et montagnards est un fait bien connu depuis plusieurs années. Le nombre d'individus ayant atteint un seuil critique, les caribous ont été mis en enclos dans les régions de Charlevoix, de la Gaspésie et de l'Abitibi. La population affichait un fort déclin depuis déjà plusieurs années. Le dernier inventaire réalisé affichait un nombre de 17 caribous sur le territoire. Donc, c'est en mesure d'urgence que le ministère, à l'époque du ministère Forêt, Faune et Parc, a décidé de mettre cette population-là sous protection dans un enclos à l'abri des prédateurs. On a comme 2 sous-enclos vraiment plus petits qui servent à isoler des individus en cas de besoin justement pour un suivi plus serré, une observation suite à une blessure ou des individus qui seraient plus agressifs en période de rut ou qui se font tasser à l'inverse des mangeoires. On va les isoler pour leur permettre de leur apporter les soins nécessaires ou les observer. Puis on a 2 grands enclos qui servent présentement à faire une rotation de pâturage. Donc, on les change d'enclos à chaque année pour permettre à la végétation de repousser en quelque sorte un peu. Puis, tu sais, aux fesses, au sel, si on peut dire, on appelle ça des fesses, de se dégrader puis de diminuer les risques de parasites. Depuis 2019, le gouvernement provincial repousse le dépôt d'une stratégie de protection et de rétablissement du caribou auprès du ministère de l'Environnement du Canada. Un engagement pris en 2016 pour lequel le Québec est la seule province à ne pas avoir pris d'entente avec le fédéral. En fait, c'est connu et c'est documenté scientifiquement depuis déjà plusieurs années que la principale cause du déclin des populations de caribous, c'est la perte et la fragmentation de l'habitat. Donc, la population de caribous de Charlevoix ne fait pas exception à la règle. Son habitat est fortement perturbé par la présence d'activités humaines dans l'ensemble du territoire. Via la récolte forestière, les activités d'aménagement forestier, on a modifié la structure et la composition forestière dans l'habitat du caribou, ce qui a engendré une modification du système prédateur-proie. Donc, en générant des peuplements davantage feuillus après coupe, on favorise l'orignal qui, lui, en augmentant en nombre, va avoir un impact sur le nombre de loups, le prédateur principal de l'orignal, mais également du caribou. Donc, tout ça va avoir un impact négatif sur la survie du caribou. Pour assurer la survie de l'espèce, il faudrait donc rétablir l'équilibre dans l'écosystème forestier par une régénérescence naturelle de l'habitat. Ce qui va remettre un peu à la normale cet habitat-là, c'est l'accroissement des peuplements forestiers. Donc, en diminuant la récolte forestière, les peuplements de début de succession forestière, davantage feuillus, vont laisser place aux peuplements davantage résineux, qui sont moins propices à l'orignal et par conséquent aux loups. Le ministre fédéral de l'Environnement, Stephen Guilbeault, a récemment imposé un ultimatum au ministre provincial Benoît Charette. Si une stratégie n'est pas déposée avant le 1er mai 2024,
Le Canada imposera un décret de protection d'urgence qui interdira toute activité industrielle sur une partie du territoire de la province. Cela pourrait avoir des répercussions sur l'industrie forestière et le projet de parc éolien des Neiges prévu dans Charlevoix. En attendant, l'équipe de la biologiste Caroline Hintz veille au bien-être des bêtes. On a 2 gardiens à temps plein qui, eux, font partie de la CEPAC, qui sont engagés pour s'occuper quotidiennement des caribous de Charlevoix à l'enclos. Puis du côté du ministère, on est 3 biologistes, 2 techniciens de la faune à temps plein. Okay. Ça, c'est sans compter les vétérinaires, puis les autres biologistes et techniciens qui viennent en support là, le moment venu. En fait, on s'assure de répondre aux besoins des caribous comme en nature. Donc, quotidiennement, les animaux sont nourris avec un mélange de moulées, de foin, de lichen. Ils sont également abreuvés via des abreuvoirs mis à leur disposition ou bien ils ont accès à de l'eau naturelle dans des sources d'eau naturelles présentes dans l'enclos. Okay. Puis évidemment, l'enclos a été construit sous couvert forestier, donc dans leur habitat naturel également. Donc, ils ne sont pas totalement dépaysés. On a toutes sortes de façons de procéder qui limitent nos contacts directs avec les animaux. Je pense entre autres à un système de mangeoire qui fait qu'on sur rail, si je peux dire. Fait que dans le fond, on tire la mangeoire, on les nourrit, on repousse les mangeoires de l'autre côté de la clôture. Et toutes les clôtures sont munies de géotextiles opaques. Okay. Donc, en principe, les caribous ne nous voient pas. Okay. Différentes choses comme ça qui font en sorte qu'on entre le moins possible en contact avec ces animaux-là. Si du côté de la Gaspésie, la survie des faons est préoccupante, la population de Charlevoix, quant à elle, semble sur une bonne voie. Elle se porte très bien. On est agréablement surpris des résultats. C'est 16 individus qui ont été mis en enclos en 2022. Okay. De ces aises-là, il y avait 12 adultes. On a eu 5 naissances cette année-là. L'année passée, c'est 12 naissances qu'on a eues. Donc, on est rendu à 30 individus là, en excluant 1 ou 2 mortalités de cause naturelle standard. Okay. Donc, c'est 30 individus qu'on a présentement. On a presque doublé la population en 2 ans. On a besoin d'avoir quelques années de données en enclos pour bien connaître, saisir le pourcentage de survie, de mortalité, d'avoir des animaux qui représentent tous les segments reproducteurs, d'être capable de pouvoir relâcher des individus puis savoir que leur survie va être bonne. Fait qu'il y a beaucoup de choses encore à établir présentement, même s'il s'agit d'une mesure temporaire. La collecte de données sur l'état de santé des animaux et leurs habitudes de vie se fait essentiellement de façon visuelle. Des colliers de télémétrie sont utilisés seulement pour retracer les individus dans l'enclos de 20 hectares. On a des caméras trappes, des caméras qui prennent des photos dans l'enclos d'alimentation, dans le site d'alimentation. Donc, quand les individus viennent se nourrir, dès qu'ils passent devant la caméra, on prend des photos. On est capable de suivre leurs conditions, entre autres, comme ça. Puis on a des caches aussi, des miradors qui nous permettent de les observer en direct et de détecter rapidement s'il y a une blessure ou un état inconfortable d'un des caribous. Puis à ce moment-là, on va pouvoir lui apporter les soins nécessaires, soit par notre équipe quand c'est des soins de base, soit en collaboration avec des vétérinaires de la région qui nous donnent un bon coup de main là-dessus. Le caribou forestier, aussi appelé caribou boréal, devra sans doute rester en enclos jusqu'à ce que la population soit saine et que son habitat naturel soit régénéré et protégé. Idéalement, on va relâcher des individus qui ont déjà été en nature, donc qui connaissent l'habitat en nature également. Fort probable qu'on va viser à les remettre dans un habitat de prédilection pour eux, leur habitat d'hiver qu'on connaît très bien dans le parc des Grands Jardins, qui a une bonne source de nourriture de lichen terrestre, entre autres. Donc, on va prendre les moyens pour diminuer cette habituation-là, assurément, avant de les relâcher.
Une population de 100 individus qui se maintient dans le temps, qui a un bon taux de recrutement, c'est-à-dire le nombre de jeunes par année est environ de 15 % et ces choses-là, ces paramètres-là, si ça se maintient dans le temps, on a une population saine. Rappelons qu'à l'été 2022, le gouvernement du Québec s'est engagé à agir et à protéger 65 % de l'habitat critique du caribou. La saison des feux de forêt étant à nos portes, espérons maintenant qu'ils s'en sortiront aussi bien que l'année dernière. À Donnacona, l'organisme Le 213 offre non seulement un abri aux personnes en situation d'itinérance, mais également un soutien de différents intervenants du milieu. Un reportage de Charles Laviolette de CJSR. Pour répondre aux enjeux de logement dans Port-Neuf, un nouvel organisme offrant des logements sociaux a ouvert ses portes au 213 rue Notre-Dame à Donnacona. Le 213 a reçu sa première locataire en 2022 et affiche aujourd'hui complet puisque les 14 chambres sont occupées. Les locataires âgés de 18 ans et plus bénéficient sur place du soutien d'intervenants et peuvent participer aux activités communautaires qui se tiennent sur place. L'ouverture de la nouvelle maison d'hébergement a été annoncée en 2018. Malgré cette initiative du milieu, on constate depuis quelques années une baisse de l'accès au logement et une hausse de l'itinérance au Québec et dans Port-Neuf, et le 213 répond à cet enjeu. Nous avons rencontré Annie Cyr, coordonnatrice de l'établissement, qui a annoncé une prochaine inauguration officielle du 213. Le 213, c'est une maison de chambre avec animation communautaire pour les personnes qui sont à risque d'itinérance. Il y a 14 chambres au 213. Le bâtiment contient 14 chambres complètes, c'est-à-dire la chambre meublée ainsi qu'une salle de bain complète, bain-douche. Les gens qui habitent au 213, ils habitent sur 2 étages, en fait, qui contiennent 7 chambres chacune, avec chacun une cuisine aussi, où au quotidien, ils peuvent se cuisiner leur repas. Au rez-de-chaussée du 213, il y a une très grande cuisine où se tiennent des cuisines collectives. Il y a aussi une grande salle multifonctionnelle où il y a plusieurs organismes de la région et de la région de Québec qui viennent y tenir leurs activités. Comme là, aujourd'hui, on est mercredi, c'est la soupe du voisinage qui est préparée par le plateau de travail de l'Arc-en-Ciel. Ils font de la nourriture chaque mercredi au 213. Puis elle est envoyée à la Saint-Vincent-de-Paul, ici à Donnacona, pour être distribuée dans les distributions alimentaires du mercredi et du vendredi. Le comité de gestion du 213 est composé de Clés en main, l'Arc-en-Ciel, le CIUS et l'OMHGP, qui est propriétaire du bâtiment. Pour accéder au 213, les critères de sélection, il faut être réputé vivre dans Port-Neuf depuis 2 ans. Il faut avoir un suivi déjà avec un organisme référent. Puis, il faut être actif. Il faut avoir un projet de vie sur lequel on travaille activement. Il faut aussi être âgé de 18 ans et plus. En 2014, il y avait un projet ici qui s'appelait l'Autre quartier, qui a fermé ses portes. Puis assez rapidement, les gens, les organismes concernés là, par les habitations se sont rendus compte qu'on se retrouvait avec un trou de service. Et très rapidement, là, ils se sont mis sur le développement du 213 là, pour pallier justement au manque de logements sociaux qu'il pouvait y avoir pour les personnes seules, les personnes adultes de 18 à 50 ans ou qui n'avaient pas de ressources là, destinées à eux. Là. Le 213, c'est dans la lignée des programmes Accès Logis. Puis on reçoit un financement aussi VCS, un financement du CIUS vers un chez-soi, qu'on appelle dans le jargon, on l'appelle le VCS. C'est ce qui finance plusieurs ressources là, en hébergement ou en itinérance. Depuis les dernières années, dans Port-Neuf, je pense qu'on note un besoin grandissant en hébergement, en logements sociaux. Le 213 répond à un besoin visiblement là, important parce qu'on est plein depuis plusieurs mois déjà et je vois que ça ne diminuera pas. On est à l'affût des besoins qui sont en augmentation dans Port-Neuf au niveau de l'itinérance. Il y a présentement un portrait qui est en train de se faire face à ça. Il y a des différentes actions aussi qui sont en train de se mettre en place là, pour qu'on garde notre monde aussi dans la région. Partir à Québec, là, dans un centre ou dans un hébergement d'urgence à Québec,
Les gens de la région sont moins familiers à ça, fait qu'on essaie de les garder, ultimement, là, de les garder dans la région puis de s'en occuper chez eux. Je rejoins maintenant Geneviève Cyr de la télévision régionale des Appalaches pour parler des actualités dans sa région. Geneviève, bonjour. Bonjour. Geneviève, parlons tout d'abord de la finale de Cégep en spectacle qui s'est déroulée chez vous. Oui, en fait, ça a eu lieu, dans le fond, le 23 mars dernier. Oui. Donc, c'était dans le cadre là, de la 45e édition là, de Cégep en spectacle. Donc, c'était la finale là, régionale. Puis, au terme de cette soirée, là, qui a été bien sûr chargée en émotions là, pour tous les jeunes qui ont participé, c'est la musicienne Kate Clayson du Cégep Garneau et le musicien Joe Landry qui ont été, dans le fond, nominés, là, qui vont poursuivre là, pour le 27 avril prochain à Rimouski, là, qui est la prochaine étape, là, dans le fond, l'étape ultime là, de ce prestigieux concours pour les jeunes, là, qui est entre autres organisé là, par le RIASC, là, mais avec aussi la collaboration de Québecor et de Desjardins. Puis, ce qui est bien, je trouve... Oui, on vous écoute. Qu'est-ce qui est bien? Ce qui est bien, c'est que chacun des jeunes qui participaient là, ont pu mettre la main là, sur une bourse. Donc, c'est quand même là, une belle reconnaissance là, pour tous ceux qui ont participé à ce concours-là. Vous parliez justement d'une finale dite nationale là, qui va se dérouler plus tard dans l'année, mais vous également, de votre côté, vous allez accueillir la finale pan-québécoise de secondaire en spectacle, qui est comme les jeunes un peu plus jeunes là, qui participent à ce genre de spectacle. Oui, effectivement, là, dans le fond, c'est une organisation qui est présentée là, par Nous TV. Ça va se tenir du 30 mai au 2 juin prochain. Donc là, ils ont fait l'annonce de leur tête d'affiche. Dans le fond, on a Émile Bilodeau qui est là, Marco Emma et Ariane Roy. Marco Emma, entre autres, là, est un artiste qui se distingue là, présentement au niveau international, mais il est originaire là, de la région de Thetford. Donc, on est bien fiers. Là. Nous, on l'a connu sous son vrai nom et maintenant, là, les gens le connaissent sous son nom d'artiste. Puis, pourquoi ils font l'annonce aussitôt? Bien, c'est qu'ils sont à la recherche là, de bénévoles, en fait, là, pour venir soutenir cet événement d'envergure-là, parce que on va recevoir là, 876 jeunes et adultes accompagnateurs là, qui vont être hébergés, entre autres, là, à la polyvalente de Thetford. Puis, il va y avoir 16 régions administratives qui vont être représentées. Donc, c'est quand même beaucoup de gens là, qui vont venir découvrir notre coin de pays là, durant cette période-là. Geneviève, si on veut se porter bénévole, se porter volontaire pour faire du bénévolat lors de cette activité, on fait quoi? Ben, il faut se rendre, là, dans le fond, ils ont un site Internet. Là, dans le fond, si on va sur le site Internet du Rendez-vous pan-québécois, on retrouve toutes les informations là, pour devenir bénévole là, à ce moment-là. Sauf que nous, on est souvent une municipalité là, qui se mobilise beaucoup. Donc, par exemple, quand on avait organisé la dernière finale des Jeux du Québec, on a dû refuser des bénévoles parce qu'on avait eu trop de noms là, de gens qui étaient prêts à C'est rare, ça. Effectivement. Puis, ce que je trouve bien dans ces deux rendez-vous-là, c'est que ça permet d'un peu redorer l'image de notre région. Donc, on a souvent été vu comme une région minière, mais à cause de toutes les implications des dirigeants, bien, on peut maintenant se qualifier là, de région culturelle. Là. Et avec ce qui s'en vient au cégep de Thetford, vous allez pouvoir également vous qualifier de région très sportive, je pense. Effectivement, dans le fond, c'est qu'il y a un nouveau complexe sportif qui va être construit, là, dans le fond, à même le cégep de Thetford. Ce qui est bien, c'est que en fait, on avait 2 fois eu des refus quand il avait fait des demandes là, de subventions pour la construction. Donc, on en est à notre 3e essai, là, et cette fois, ça va fonctionner. C'est quand même un projet d'envergure, là. Dans le fond, il va y avoir dans ce complexe sportif intérieur-là une surface de gazon synthétique
où on va pouvoir pratiquer des activités comme le football, OK. le soccer, l'ultimate frisbee, le baseball, le golf, la marche. Mais on va également retrouver là, une palestre pour la gymnastique, le cheerleading et les arts du cirque, ainsi qu'une salle de musculation, une surface de deck hockey et bien sûr là, les vestiaires et douches et aires de service nécessaires. Fait que c'est vraiment un très, très gros projet, là. Est-ce qu'on sait à combien est évaluée la construction de ce centre sportif? Oui, à un montant de 13,7 millions de dollars. Fait que c'est un investissement majeur, mais c'est grâce là, à l'obtention de subventions qui ont été capables. Mais bien sûr, là, il y a eu des fonds du milieu qui ont dû être investis. Est-ce qu'on sait à quel moment devrait partir le chantier, puis à quel moment ça devrait être livré, ce nouveau centre sportif? En fait, les travaux doivent débuter aussitôt qu'en juin 2024 OK. et ils espèrent une ouverture là, en septembre 2025. Toujours dans le domaine du sport, là, le Mont Atistoc a remporté un 100 000 là, dans le cadre d'une compétition au sommet. Pouvez-vous nous expliquer un peu qu'est-ce qu'il y en est? Oui, ben dans le fond, c'est au sommet avec Mackenzie, dans le fond, qui est un concours pan-canadien qui est organisé, Oui. dans le fond, où les gens doivent soumettre un projet et on doit aller voter, dans le fond, pour notre mont favori. Donc, OK. nous, je ne sais pas si historiquement vous avez déjà entendu parler d'Hockeyville, mais on avait déjà eu une espèce de saga Oui. où nos votes n'avaient pas été comptabilisés dans Hockeyville. Fait qu'on a décidé de se lancer cette fois-là dans le concours du Mont Mackenzie. Au départ, ils ont même douté encore une fois de nos votes parce que comme on est une petite communauté, on réussit souvent à se mobiliser beaucoup plus Oui. rapidement que d'autres sommets, exemple le Mont-Sainte-Anne, là. Donc, heureusement, là, nos votes ont été vérifiés et tout était valide. OK. Donc, ça a permis, en fait, au Mont Atistoc de remporter ce concours-là parce que, entre autres, là, l'équipe de ski du Mont Atistoc des jeunes ont investi beaucoup de temps là, pour motiver la communauté à voter. Donc, on a eu la bonne nouvelle, là, dans le fond, qu'on avait obtenu 100 000 Dans le fond, ce 100 000 C'est $-là un bon montant, va 100 être 000. effectivement. Puis ça va être utilisé là, pour la construction d'une structure multifonctionnelle à l'arrivée des pistes. Puis ça va aussi servir à la réalisation de travaux pour viser à diminuer la quantité d'eau utilisée lors de l'enneigement là, de la piste OK. là-bas-dessus. Ils vont peut-être aussi utiliser une partie de ces fonds-là pour faire approuver un nouveau concept de piquets de ski qui sont fabriqués à partir de bouteilles d'eau recyclées. OK. Donc, ça a été développé, dans le fond, par un employé du cégep de Thetford qui travaille là, dans le secteur là, de la plasturgie. Donc, ils sont actuellement là, en phase de test. Mais peut-être qu'il pourrait être utilisé là, lors de nos compétitions et qui sait, peut-être un jour, vous pourrez vous procurer ces piquets qui seront à vendre, là. Souhaitons-le. En terminant, Geneviève, j'aimerais que vous m'expliquiez quelque chose, que ce soit pour la mobilisation que vous faites pour accueillir des jeunes de partout dans le cadre de la finale de secondaire en spectacle, ou encore la mobilisation que vous venez de faire pour remporter 100 000 dans le cadre d'un défi qui s'adressait aux communautés. Comment on explique cette capacité de mobilisation chez vous? Ben peut-être parce que ça vient de notre historique, là, dans le fond. Si on retourne dans le passé, nous, on était une ville mono-industrielle là, Oui. qui devait vivre de l'amiante. Fait que quand il y a eu la fermeture des mines, ben nécessairement que les dirigeants en place puis les acteurs du milieu ont dû insuffler là, cette motivation-là pour arriver à diversifier, entre autres, notre économie. OK. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on retrouve beaucoup de PME dans notre région. Fait que peut-être que c'est historiquement de là que je pourrais trouver une explication à te donner pour voir pourquoi on est une communauté aussi mobilisée, là. Bien, là-dessus, Geneviève Cyr, merci beaucoup pour cette tournée de cette région chez vous, bien mobilisée et au plaisir de se parler à nouveau. Merci de l'invitation. Marc Baudouin de la télévision de la Matapédia rencontre Audrey Hamel qui a remporté récemment le prix Gérald de Lavoie décerné dans le cadre de la Semaine matapédienne de l'agriculture.
Lors de la semaine de l'agriculture matapédienne, elle s'est vue remettre le prix hommage Gérald Lavoie, un prix qui ne souligne pas seulement les réalisations, mais aussi la personnalité. Il s'agit de Audrey Hamel de la ferme Djéré à Valbriand. Bonjour Audrey. Bonjour. Ça va bien? Oui. On t'a choisi pour te remettre le prix hommage Gérald Lavoie. Comment tu as appris que c'est toi qui étais la récipiendaire de ce prix-là? C'était lors du brunch conférence qui avait lieu lors de la semaine d'agriculture. Dans le fond, je m'y attendais pas du tout. C'est divulgué lors de cette journée-là. J'étais vraiment très surprise. On dirait que quand on est dedans, on s'en rend pas compte de ce qu'on fait peut-être des fois. Puis là, d'avoir cette reconnaissance-là, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Fait que tu n'avais aucun indice que ça pouvait être toi? Non, c'est ça, aucun indice. Ils nous ont pas appelés pour nous préparer mentalement fait que là, ça a été... à recevoir ça. Ça a été la surprise totale. Ça a été la surprise totale. Bon, fait que sur ce point-là, ça a marché. Ils oui. t'ont surpris. Oui. Comme je mentionnais, c'est pas un prix qui est donné juste en fonction des réalisations, mais aussi au niveau de ta personnalité, ta capacité d'écoute, ta capacité d'entraide. Donc, c'est quand même important. C'est un beau prix, là. Oui, c'est vraiment touchant. Comment tu te sens de recevoir un prix comme celui-là? Sur le coup, j'étais comme sans mots. J'avais de la misère à énoncer comment que je le vivais parce que c'était non seulement un prix pour dire hey, merci, tout ça. Le fait que c'était le prix Gérald Lavoie, parce que Gérald, ça a été quelqu'un d'important pour moi. Puis que ce soit, cette reconnaissance-là, ça m'a vraiment, c'est venu vraiment me chercher, ça m'a touché, là. C'est un beau prix, je comprends. C'est vraiment... As-tu toutes les formes qui sont données? As-tu toujours été dans l'agriculture? C'est-tu quelque chose que tu as toujours voulu faire? Oui, moi, mon père avait une ferme là, quand j'étais jeune. Puis j'ai étudié en agriculture. J'ai fait mon cours au cégep de Matane en agriculture. Puis j'ai rencontré mon conjoint là, par la suite. Puis lui aussi, il avait déjà une entreprise avec ses parents. Donc, on a pris le relève là, en 2010 de l'entreprise à Valbriand. C'est une passion. Oui. En plus d'aimer ça, tu le transmets aux autres. Oui. Tu as un programme avec les jeunes qui s'appelle le projet d'éveil du monde bioélémentaire des jeunes de Valbriand. Oui. En quoi ça consiste, ce projet-là? Ça a commencé parce que quand ma fille elle a rentré à l'école en maternelle, la professeure nous avait demandé s'il pouvait venir nous visiter à la ferme. Puis, sur le coup, j'étais vraiment contente parce que je suis quelqu'un qui verbalise quand même bien les choses. Donc, ils sont venus, on a préparé une visite de ferme avec les maternelles de Valbriand. Puis par la suite, les gens ils ont dit « Hey, on aimerait ça nous autres aussi ». Puis ça a comme fait boule de neige. Les gens, ça les intéressait. Puis l'effervescence que ça me procurait de montrer aux enfants vraiment c'est quoi l'agriculture, puis le beau côté de l'agriculture, parce que des fois, à la télévision, c'est ce qui nous arrive de pas bien, ça va pas bien financièrement, tout ça. Puis je voulais dépeindre le côté passion, puis qu'est-ce qui est beau de l'agriculture. Puis les enfants, c'est comme des petites éponges. Puis je me rendais compte que c'est important que la petite relève de gens comprennent c'est quoi la beauté de l'agriculture, parce que c'est eux autres qui vont être les consommateurs de plus tard. Oui. De bien manger des choses saines, que ce ne soit pas des choses qui viennent toujours du Mexique, des choses comme ça, de manger local. C'est pas juste c'est quoi un mouton, c'est l'importance d'encourager les producteurs locaux. C'est beaucoup ça qu'on essaie de transmettre avec ça. Puis ça permet de préparer aussi la relève, comme tu dis. Avec la pénurie de personnel, c'est difficile dans les milieux. Est-ce que tu remarques que dans le milieu de l'agriculture, la relève se fait de plus en plus rare aussi? Oui, énormément. Puis de la main-d'œuvre qualifiée, là, ça court pas les rues, là, parce que avec les années, les entreprises ont beaucoup changé. Entre qu'est-ce que mes grands-parents ont pu vivre quand ils étaient en production versus nous autres aujourd'hui, la technologie, la grosseur des entreprises a vraiment beaucoup... c'est pas juste je vais faire ça tout bonnement, ça me tente de faire ça. C'est complexe. Ça prend des gens qui connaissent ça un petit peu. Parce que oui, on fait l'école, on leur montre, mais ça prend un petit bagage parce qu'on travaille avec du vivant puis on travaille avec des infrastructures qui coûtent cher. Là. Fait que, ça a un impact. Là. Cette difficulté d'avoir la relève, est-ce qu'elle se fait ressentir aussi dans la Matapédia? Oui, parce que aussi? Même dernièrement, il y a eu la manifestation à Rimouski puis ça nous faisait en parler, c'est que oui, nous autres, on a des enfants. Oui, on espère qu'il y ait cette passion-là, mais en même temps, oui et non. Parce que, c'est difficile, puis des fois, on ne veut pas faire vivre ça nécessairement à nos enfants. Même, on se questionne,
notre relève, est-ce qu'on veut qu'ils prennent un chemin difficile comme ça? C'est sûr qu'il y a d'autres domaines là, qui c'est difficile, mais avec du recul, est-ce qu'on souhaite à nos enfants de vivre le contexte économique qu'on vit actuellement? Mais est-ce que c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui que ça l'était il y a quelques années? Oui. Ah oui, il y a vraiment une grosse différence. Oui. Puis, veux pas, il y a moins de gens aussi, il y a moins de relève. Là, les gens, ils ont moins d'enfants. Ça a un impact. Là. Donc là, on parle de la relève, mais on peut parler aussi des femmes. Tu es une femme en agriculture. Est-ce que, en gagnant ce prix-là, c'est le fun aussi de voir qu'une femme qui gagne un prix en agriculture? Oui. C'est un milieu que probablement était peut-être moins accessible pour les femmes. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de femmes en agriculture, mais est-ce que c'est difficile pour les femmes de réussir dans ce milieu-là? C'est quand même difficile, mais je trouve qu'il y a une belle ouverture. On est un milieu où moi, je le ressens pas qu'il y a une différence entre les sexes. On est un milieu qui est beaucoup équitable. Fait que je te dirais que oui, c'est un milieu qui peut être plus difficile pour nous autres, les femmes, mais peut-être avec les intervenants autour de nous, plus qu'avec nous, entre nous. Entre producteurs, là, il y a une belle solidarité puis il y a une belle équité entre les hommes et les femmes, moi, je trouve. Mais peut-être avec les intervenants, mettons des vendeurs, des choses comme ça, c'est là qu'on a un défi, nous autres, les femmes. Mettons un vendeur de machinerie, il va avoir tendance à plus parler à notre conjoint, parler à notre père, des choses comme ça, plus qu'à nous. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'il change. Bien, c'est une bonne voie. Oui. Je pense que c'est en bonne voie. Les femmes commencent à être de plus en plus présentes dans les milieux qui l'étaient moins aujourd'hui. Fait que, il y a du travail qui s'est fait, il y a encore du travail à faire, donc, comme pour la relève aussi. Donc, est-ce que tu gardes un espoir favorable pour l'avenir en agriculture? Oui, je trouve que les femmes, ils travaillent beaucoup en équipe avec leurs conjoints ou leurs frères, des choses comme ça. À l'intérieur des entreprises même, je trouve qu'il y a une belle équité. Fait que ça me rassure parce qu'en vrai, c'est là qu'on travaille le plus. Là, les intervenants autour, ça peut changer. Mais je trouve qu'au sein des entreprises, ça, je trouve que c'est sa bonne voie. Vraiment, c'est bien. Là. Revenons à ton prix. Oui. Est-ce qu'il t'a été remis lors d'une soirée particulière? Le prix, c'était lors du brunch conférence. Okay. Où dans la semaine de l'agriculture, ils font toujours un brunch. Okay. Puis ça permet de se revoir aussi, parce que dans le milieu agricole, oui, on a des activités, mais pour parler de ce qui nous... Là, c'est vraiment un événement pour ça, là, échanger. Fait que c'est là qu'ils t'ont remis ton prix. Ah, OK, t'as appris que t'avais le prix, puis te l'ont remis en même temps. Oui, c'est ça. S'est fait. Tout en même temps. Ils sont dit tant qu'à la surprendre. Oui, tant qu'à la surprendre, c'était tout en même temps. Bien, Audrey Hamel, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Puis, encore une fois, félicitations. C'est un beau prix. On est bien content que tu l'aies reçu. Puis tout le travail que tu fais, autant pour toi que pour la relève, préparer les jeunes que tu fais à l'école. Oui, merci beaucoup. Sylvana Suarez de la télévision de l'Érable a assisté à une soirée micro ouverte à Princeville où des femmes immigrantes sont venues témoigner de leur expérience. On écoute son reportage. Mariela, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la pièce de théâtre que vous venez de faire et pourquoi est-ce que vous avez interprété une femme comme ça? En fait, moi, je voulais montrer à la société québécoise qu'est-ce que les femmes immigrantes ressentent quand elles arrivent. Donc, en fait, je voulais expliquer qu'est-ce que ça veut dire les chocs culturels. Elle ne parle pas français. Même si elle veut s'inscrire à la francisation, elle a d'abord besoin d'une garderie pour son bébé. Ce n'est pas évident pour elle de se faire comprendre. À la pharmacie, à la banque, à l'épicerie, elle n'est pas capable. C'est quoi un choc culturel? Ça peut durer des années, ça peut durer des mois, mais si la salle était ébranlée, c'est parce que les femmes se sont reconnues. Toutes les femmes immigrantes se sont reconnues ce soir avec le monologue qu'on a réalisé.
Et aussi, est-ce qu'on peut dire qu'après les années, l'expérience améliore? Est-ce que les jeunes ou les femmes réussissent à avancer dans ce pays? En fait, quand les femmes arrivent à mon bureau, moi je vois la détresse des femmes. Elles n'ont pas d'espoir quand elles arrivent à mon bureau. Puis, mon rôle, c'est d'ouvrir la porte pour que les femmes voient la lumière. La lumière dans le sens que ce n'est pas tout le temps que ça va être comme ça va être la détresse. On va voir les débuts, ça va être difficile, mais il faut être patiente, il faut être constante, il faut persévérer parce qu'on va les savoir, on va voir la lumière, puis on va être fiers de nous après des années. À chaque année, ça va être la lumière, puis la lumière, ça va être comme les caméras qui m'allument maintenant. Elle commence à voir la lumière au bout du tunnel. Mariela, et comment est-ce que vous vous êtes inspirée pour faire le personnage? Et rappelez-vous que moi, je travaille avec les femmes qui sont victimes de violences conjugales. Puis, je pourrais vous avouer quelque chose. Quand je suis arrivée ici, je vivais des frustrations par rapport à mes études, par rapport à mon diplôme, par rapport à la reconnaissance des études. Elle marche vers l'avant, en croyant que tout est possible, et fière de sa profession. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle ne peut pas l'exercer. Pas encore. Donc, en fait, ce soir, j'ai fait ce que j'ai vécu. Donc, c'était ça ma vie au début. Puis je suis sûre que toi, tu te reconnais, puis plusieurs femmes se sont reconnues. Parce que je me suis inspirée de moi-même, de ma propre réalité, de mon propre choc culturel. J'adore ma profession d'enseignante. Mais j'adore par-dessus tout l'implication que je fais dans mon école, c'est-à-dire j'accompagne donc des expériences humanitaires. Depuis 2008, tout d'abord avec le Guatemala. Le rôle des enfants, nos nouveaux arrivants ont un énorme défi de la langue. S'adapter à une nouvelle culture. Alors, avec Découvre ton monde, on tente de créer des liens non seulement entre les diverses cultures, mais également avec nos élèves de souche québécoise. Et donc, on fait appel à, par exemple, Top Secret. Alors, Top Secret est un groupe d'élèves de la polyvalente, 4e, 5e secondaire, reçoivent une formation dans le but d'apprendre à faire une écoute active, puis être capable également d'approcher, d'intervenir parfois pour un jeune qui souffre de solitude. Il y a le groupement également Jeunesse sans frontières qui, eux, vivent des expériences à l'étranger, Guatemala, Pérou, et comme ils ont un contact déjà, une expérience à l'étranger, quand ils reviennent, ils ont soif de s'investir, de continuer à connaître d'autres cultures. Et donc, on fait appel à ces groupements particulièrement pour intervenir avec nos nouveaux arrivants. On fait des activités très simples. On va aller faire du patin, on va aller faire le ski de fond, connaître l'hiver, faire connaître l'hiver, aller jouer au quai, une randonnée en forêt. Mais ce sont des activités qui permettent aux jeunes de se mêler, de se connaître. Madame, et pourquoi c'est important la femme dans ce parcours, dans l'expérience? Pourquoi c'est important qu'une femme s'implique dans ce type d'expérience? Bon, alors moi-même en tant que femme, je vois les jeunes filles, nos jeunes filles qui, malheureusement, j'ai l'impression que parfois elles ne connaissent pas toujours leurs droits. Le droit de dire non. Et donc, faire en sorte que nos jeunes filles puissent s'affirmer, que les jeunes femmes nouvelles arrivantes découvrent toutes les possibilités
qu'elles ont ici, dans le pays d'accueil, terre d'accueil. Et ça, c'est vraiment un pas essentiel de l'adaptation à la culture. Porque ça a été important de montrer un peu la danse de votre pays. Por le montrer à les Québécois et Québécoises qu'il ne faut pas lâcher et qu'il faut se laisser aller, mais aussi dire stop. Parce qu'aujourd'hui, on a fait toute la présentation de la danse. C'est pour toutes les femmes qui aujourd'hui ne sont pas avec nous à cause de la violence conjugale et à cause de que son chum ou son mari l'a maltraité. Parce qu'ils n'ont pas été capables de dire non, stop. Alors, c'est juste, tu te laisses aller, tu es capable, go, on fonce. Jean-Denis Laperrière de la télévision du Rocher-Percé s'est rendu à Newport visiter la résidence d'artistes Le Germinal, un lieu de quiétude où les artistes peuvent se concentrer sur leur création. Une résidence pour artistes a ouvert ses portes il y a 1 an à Newport et déjà plusieurs artistes y ont séjourné et il y en a beaucoup d'autres qui seront présents cette année. On tient aussi des événements de toutes sortes. Nous allons à la rencontre de Sean Grenier, propriétaire du Germinal. Sean Grenier, merci beaucoup de m'accueillir ici au Germinal à Newport. Donc, qu'est-ce que c'est le Germinal? Merci d'être venu. Le Germinal, c'est une résidence d'artistes. C'est quoi une résidence d'artistes? En fait, c'est un endroit où des artistes d'ici ou d'ailleurs peuvent séjourner pendant quelques jours, quelques semaines, même quelques mois, pour vraiment se concentrer sur la création. Donc, à quoi ça peut ressembler, se concentrer sur la création? Mais ça peut faire de la recherche, ça peut être de s'intégrer dans la communauté puis essayer de voir comment que cette communauté-là peut influencer la création ou de juste tout simplement créer. Fait qu'on a des artistes qui viennent de l'extérieur, on a des artistes qui sont venus de Montréal, de la ville, on a des artistes qui sont venus des États-Unis, puis là, on a des artistes qui viennent même de la MRC Rocher-Percé. Parce que ça fait pas longtemps, pareil, que vous avez ouvert en tout cas, la maison, là. Ouais. Ça fait combien de temps? Là, ça fait 3 ans qu'on est en Gaspésie. On a acheté la maison il y a 3 ans, mais ça fait juste 1 an qu'on a des activités. Donc, il y a environ 1 an, on a eu la première activité qu'on a eue, le premier résident, c'était Philémon Simon, qui est un chanteur. Il est venu ici, il a donné un show, il a travaillé sur son prochain album, ici à Newport. Là, puis il a même fait un vidéoclip à Pabo que j'ai fait avec lui. Fait que, non, il est venu ici pendant environ 3 mois. Là, fait qu'il a vraiment eu du fun. Puis c'est vraiment là que ça a commencé. Après, on a eu une autrice, Alexandra Tremblay, qui travaille sur son livre. Puis après, on a eu Soubi, qui est une artiste palestinienne qui vient des États-Unis, qui a fait une expo ici. Là. Donc, c'est pas juste pour des artistes en art visuel, comme on peut voir sur les images qu'il y a en arrière. C'est tous les artistes qui font de la création, parce que tu viens de parler justement d'un auteur, chanteur qui est venu composer de la musique ici. Exactement. C'est vraiment ouvert pour
tout le monde. Oui, c'est ouvert à toute forme d'art. On n'a pas vraiment de spécificité. La seule chose, c'est peut-être, tu sais, comme si quelqu'un joue de la batterie, mais tu sais, on essaie d'avoir quand même un espace paisible pour tout le monde qui habite ici, là, parce qu'en fait, tout le monde veut se concentrer sur la création. Fait que c'est sûr que si quelqu'un joue de la batterie, ben c'est moins propice à la création, là, mais sinon, on est vraiment ouvert à toute forme d'art. OK. C'est quoi l'évolution de Germinal? Tu dis que tu as acheté le bâtiment il y a 3 ans, puis ça fait 1 an que le Germinal opère comme vous en parlez là. Ouais. Donc, c'est quoi son évolution? Comment ça a commencé? Ça a commencé, bien, en fait, on a acheté la maison ici, puis là, il y a eu quand même beaucoup de... On a tout peinturé au complet. On a tout vraiment aménagé pour que ce soit idéal pour des artistes, parce que je veux pas, quand des artistes qui viennent pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis s'ils viennent de l'extérieur surtout, tu sais, s'ils viennent d'un autre pays, bien, il faut qu'ils soient accommodés le mieux possible, parce qu'ils se déplacent, tu sais, ils défraient quand même il y a quand même des coûts à défrayer pour venir jusqu'à Newport, là. Il n'y a pas juste aller à Montréal, là, prendre l'avion, il faut aussi qu'ils prennent l'autobus pour venir ici. Fait que on veut que ce soit, après un long périple jusqu'à Newport, bien, que ça soit le mieux accommodé pour eux possible. Fait qu'on a accommodé ça pendant quand même 2 ans, là, de peinturer pas mal, puis de monter des lits, puis de rafraîchir un peu le lieu, parce que c'est un lieu centenaire. C'est un lieu qui est sur le bord de la mer. C'est vraiment un lieu extraordinaire. C'est juste qu'on voulait le rafraîchir un peu là, pour qu'il soit un peu mieux accommodé là, pour les artistes. Bien, ça a quand même été long pour pouvoir monter votre projet. Oui, bien, c'est un gros lieu, hein? C'est un gros lieu. Il y a 6 chambres au total au 2e étage. Au 1er étage, il y a la galerie, comme vous pouvez voir ici. Il y a un petit espace à l'entrée qui est un espace d'accueil, puis un espace qui peut aussi être un espace galerie également. Il y a la cuisine qui est utilisée par les artistes qui sont en haut. Il y avait pas mal de choses là, à travailler. Au total, il y a 5 salles de bain dans la maison. Fait qu'il y a beaucoup de choses à rafraîchir. Il y avait beaucoup de choses à rafraîchir, mais là, on est correct. Là. De créer un lieu comme celui-là, l'idée a parti de où? Bon, l'idée a parti de où? C'est une bonne question. Moi, dans la vie, je suis un YouTuber, je fais des vidéos sur l'histoire de l'art. Fait que c'est comme ça que je fais mon revenu, c'est comme ça que je gagne ma vie. Puis ce qui s'est passé, c'est que quand on fait des trucs en ligne, surtout, c'est qu'on a besoin comme d'une façon de le rendre tangible, de le rendre physique. Puis la façon de le rendre tangible, de le rendre physique, pour moi, de mettre en lumière des artistes, en mettre en lumière le travail des artistes, c'est en faisant une résidence d'artistes. Moi, mes grands-parents viennent d'ici. Moi, je ne viens pas d'ici. Moi, je suis né à Montréal, mais mes grands-parents viennent de Chandler puis de Port-Daniel. Fait que je suis venu où mes grands-parents habitent. Mon père habite ici aussi. Fait que, en venant ici, je me suis dit, c'est l'endroit idéal pour faire une résidence d'artiste. Il y avait cette maison-là ici qui était disponible, fait sur le bord de la mer, avec le cachet patrimonial incroyable. Donc, on a décidé de venir ici. Là. C'est quoi que... Tu dis que ça permet aux artistes de venir créer tout ça. Entre un artiste qui serait chez eux et qui déciderait de venir ici, on pourrait dire, c'est quoi l'avantage que ça offre de venir dans un endroit comme celui-là plutôt que d'être chez soi pour l'artiste? C'est intéressant comme question parce que ça va vraiment différer d'artiste en artiste. Cet été, j'ai comme 14 artistes qui viennent. Là. Juste pour l'été, on a quand même un été quand même assez chargé. Très chargé, oui. Mais c'est le fun. Mais il y a certains artistes qui, eux autres, ils disent « Moi, je veux la tranquillité. Moi, je m'en viens sur le bord de la mer, en Gaspésie, je vais m'isoler pour la tranquillité. » Il y en a d'autres qui disent « C'est pas nécessairement la tranquillité que je cherche. Moi, c'est juste de sortir de mon quotidien. » Surtout quand ils habitent en ville. Il y a beaucoup d'artistes qui habitent en ville. Puis ils sont là, puis ils disent, tu sais, il y a du bruit, je suis tout le temps dans mes affaires, puis c'est difficile de sortir de ma tête quand je suis dans mes affaires. Ils disent, en sortant, en allant dans une place qui est vraiment faite pour la création, bien ça peut m'aider. Puis finalement, il y a du monde, comme il y a un artiste qui m'a contacté juste cette semaine, justement, qui me disait, moi, je veux avoir un contact avec les gens locaux, essayer de voir qu'est-ce qu'ils peuvent m'apporter, moi, à ma création. Fait que ça veut dire quoi être gaspésien? La réalité gaspésienne est extrêmement différente de celle de la ville. Je pense que les gens de la ville le savent, puis je pense qu'on le sait en étant gaspésien. Fait que l'idée, c'est de dire, est-ce qu'il y a des façons à travers lesquelles les artistes peuvent s'inspirer du vécu puis de la culture gaspésienne? Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre ici? Fait qu'il y a la résidence d'artistes, dont j'ai parlé, mais il y a aussi des ateliers pour les artistes locaux. Je dis local parce que c'est 2 femmes. Il y a Karine Leblanc de Grande-Rivière, puis il y a Luba qui vient de Pabot Mills. Donc, ces 2 artistes-là louent 2 ateliers dans le lieu. Fait que c'est le fun parce que, en fait, quand il va y avoir des résidences, quand il y en a, en fait, les artistes locaux peuvent
interagir, puis aussi parler avec les artistes qui habitent ici. Fait que ça crée déjà des connexions entre artistes de la Gaspésie, puis entre artistes souvent de l'extérieur. Est-ce qu'ils sont permanents ici? Les deux artistes avec les ateliers, oui, ils ont tous les deux les ateliers depuis l'été passé. Là. Fait que tant qu'ils ont besoin de ces ateliers-là, eux autres sont ici. Là, sont ici pour rester. Donc, ça a été vos premiers locataires? Oui, en quelque sorte, oui. En fait, Philémon est arrivé un peu en même temps. Là. Fait que c'est vraiment comme tout a commencé à arriver en même temps l'été passé. Là. C'est là que ça a commencé à travers Philémon. Mais les autres sont ici plus de façon permanente. Là. Fait que là, il y a les autres qui sont là, puis après, il y a les artistes qui font une rotation, là, puis ça crée en fait beaucoup de liens, puis d'échanges. Chantal Bédard de C'est sûr.tv nous présente une expérience unique de théâtre à Vaudreuil-Dorion, où des adultes souffrant de déficience intellectuelle ou de troubles de l'autisme préparent une pièce de théâtre. C'est dans les locaux de l'organisme du parrainage civique à Vaudreuil-Dorion que la troupe de théâtre adaptée Les Pas pour rire forme des étoiles pas comme les autres. Je suis avec la metteur en scène de la troupe de théâtre Les Pas pour rire, une pièce là, qui est assez spéciale. Comment elle s'appelle? Donc, ça s'appelle Disparition à l'Hôtel Versailles. Disparition. Et qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette pièce-là, par rapport à d'autres? Bien, cette pièce-là, ce qu'elle a de spécial, c'est qu'elle a été créée à partir d'idées de chacun des comédiens qui fait partie de la troupe, donc du parrainage civique. Donc, chacun des personnages qui est pas une création originale, mais a été inspiré soit des personnages de la télé qu'on voit au quotidien, mais c'est chacun des comédiens qui ont choisi leur rôle. Donc, après ça, ça a été ensemble de créer une histoire qui permettait de réunir tous ces personnages-là. Donc, c'est très unique. C'est très unique, et aussi les personnages, les acteurs sont assez uniques dans la pièce. Ah oui, effectivement. Donc, c'est tous des adultes qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme ou d'autres troubles aussi accompagnant ça. Puis, ils ont décidé de faire du théâtre adapté. Donc là, nous, on offre du cours de théâtre adapté justement au parrainage civique. Puis c'est ça, là, on présente le fameux spectacle. Ça va faire 2 ans qu'on pratique là, ensemble. Là. Action! Le théâtre. Pourquoi que tu aimes ça, le théâtre? Parce que j'aime ça. Moi, j'aime ça faire rire les gens. Moi, j'adore le public. C'est ça que j'aime. Ouais. Mais moi, dans le fond, mon but, c'est de faire du théâtre aussi. Moi, j'aime ça aller ailleurs. Puis j'apprends beaucoup ici. Ça m'aide pas mal aussi. Puis t'es pas gêné, toi? Non, pas gêné. Pas du tout? Non. Non, c'est correct. Fait que les autres, ils vont faire comme toi, là. Ils vont être à l'aise et tout ça. Oui. Il y en a qui ont le trac. Comment vous le ressentez? Ben, c'est parce que moi, j'aime ça apprendre les émotions, le parc, tout ça. C'est drôle parce que tout le monde, quand on va sur le scène, le monde nous regarde. Puis là, ton rôle cette année, c'est quoi? T'as-tu un personnage? Saint-Rangel. Bienvenue au souper. On va faire semblant qu'on fait des choses. Le bœuf au bourguignon. Ouais. L'événement aussi, une levée de fonds pour l'organisme du parrainage civique. Parlez-moi un peu de l'organisme en tant que tel, sa mission. Oui, donc nous, on est un organisme communautaire qui offre des services à des enfants et des adultes qui vivent avec une déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme, avec ou sans déficience physique. Donc, on est là en maintien des acquis, l'inclusion sociale, grosso modo, là, c'est ça. L'apprentissage de la pièce. N'importe quelle personne, qu'elle soit handicapée ou pas, apprendre par cœur des mots, des phrases, son rôle. C'est effectivement pas évident. Puis j'ai le goût de vous dire qu'on rajoute un défi avec notre clientèle parce qu'ils ont leur texte à se rappeler. Mais on dirait qu'ils veulent aussi se rappeler de l'ensemble de la pièce. Donc, des fois, ils se mélangent entre ce qu'eux ont à dire puis ce que les autres doivent dire ou doivent faire. Apprendre par cœur, c'est vraiment à force de répéter. Puis c'est très, très constant. Ça se suit aussi. Puis ils ont été énormément impliqués. Ils ont choisi leur personnage. Ils ont choisi leur nom de personnage. C'est ce que Bianca valorise énormément. Donc, ils sont impliqués. C'est pas quelque chose qui ont été imposés. Donc, pour eux, c'est une partie de plaisir à apprendre tout ça. Là. Et la pièce va avoir lieu à quel endroit? Donc, c'est la salle Paul-Émile Meloche à la Cité des Jeunes. Le spectacle aura lieu le samedi 13 avril 2024.
C'est tout pour le Bulletin des régions cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Je remercie toutes les stations de télévision participantes et je vous dis à la prochaine.